La brique m'a frappé avant même que je voie le bras de mon père bouger. Une seconde, j'étais debout sur l'allée fissurée devant la maison de mes parents. Portant encore la robe bleu pâle que j'avais achetée pour le dîner familial où je prévoyais d'annoncer la date de mon mariage. La suivante, tout explosa en blanc. Le son n'était pas fort. Il était écœurant. Un craquement humide. Puis une chaleur se déversa sur mon œil gauche. Mes genoux fléchirent tandis que des morceaux de briques rouges se dispersaient sur le béton comme la poterie brisée. Quelqu'un cria. Plus tard, je réalisai que c'était moi. Mon fiancé, Becky, m'attrapa avant que mon visage ne s'écrase sur les marches du porche. Le sang coulait sur sa chemise blanche si vite qu'on aurait dit que quelqu'un avait vidé un seau sur nous. Daphné. Sa voix semblait lointaine. Daphné, reste avec moi. J'essayais d'ouvrir mon œil gauche. Rien, seulement l'obscurité. Mon œil droit peinait à faire le point. Puis je vis ma mère. Elle n'était pas horrifiée. Elle ne courait pas vers moi. Elle n'appelait pas à l'aide. Elle se tenait à côté de la balancelle du porche, riant. Pas un rire nerveux, pas un rire choqué. Un vrai rire. Elle couvrit sa bouche d'une main et secoua la tête. Je te l'avais dit. Elle gloussa. Puis elle regarda directement Beckett. Voyons s'il t'aime encore maintenant. Mon père laissa tomber la moitié cassée de la brique sur l'herbe. Sa respiration était calme, presque satisfaite. Tu aurais dû écouter, marmonna-t-il. Beckett les fixa comme s'il avait oublié comment les êtres humains étaient censés se comporter. Qu'est-ce que tu viens de faire? Personne ne répondit. Au lieu de cela, ma jeune sœur, Karen, sortit de derrière la porte d'entrée, maquillage parfait. Robe de créateur, manucure fraîche. Elle avait l'air irritée. Pas parce que je saignais, mais parce que le dîner avait été interrompu. Elle croisa les bras. J'avais dit qu'elle ne partirait pas, maman soupira de manière dramatique. Eh bien, nous avons essayé gentiment. Becky regarda d'un visage à l'autre. Son expression se transforma lentement de la confusion à l'incrédulité puis à la rage. Il m'abaissa soigneusement contre la colonne du porche. Puis il se leva. Vous êtes fou. Papa sourit. Non. Il pointa vers Karen. Tu sors simplement avec la mauvaise fille. Silence. Même à travers la sonnerie dans mon crâne. Ces mots firent plus mal que la brique. Papa continua comme s'il parlait de la météo. Marie Corin. Beckett cligna des yeux. Quoi? Tu m'as entendu. Maman se plaça à côté de papa et croisa les bras. Daphné a toujours été difficile. Corin leva les yeux au ciel de manière dramatique. Je leur dis ça depuis des années. Le sang coula dans ma bouche. Métallique et chaud. Je voulais crier. Au lieu de cela, je toussais. Beckett s'agenouilla à nouveau à côté de moi. Ses mains tremblaient pendant qu'il pressait sa veste contre mon visage. Ne parle pas. Il regarda vers les maisons des voisins. Quelqu'un appelle le 911. La porte d'entrée de l'autre côté de la rue s'ouvrit. La vieille madame Ellery se figea. Elle vit le sang. Puis elle vit papa. Il cria avant qu'elle puisse réagir. Accident familial. Elle hésita, puis disparut à nouveau à l'intérieur. Je me souviens avoir pensé, non, s'il te plaît, ne le crois pas. Beckett saisit son téléphone. Papa le fit tomber d'un coup de pied de sa main. L'écran se brisa sur l'allée. Tu n'appelles personne. Beckett le poussa fort. Papa trébucha en arrière. Pour un homme qui approchait les 62 ans. Il se rétablit étonnamment vite. Il chargea Beckett comme un taureau en colère. Les deux s'écrasèrent dans les parterres de fleurs. Maman n'intervint pas, Corin ne cria pas. Ils regardèrent simplement, presque ennuyés. Comme si tout cela avait été prévu. Je goûtais la terre. Ma vision se brouilla à nouveau. Puis j'entendis maman, dis-lui simplement. Papa lutta contre Beckett sur la pelouse. Tu épouses Karen. Il écrasa l'épaule de Beckett contre le sol.
Ou tu quittes cette famille pour toujours. Becky le frappa droit dans la mâchoire. Je n'épouse pas ta fille. Tu le hais déjà. J'aime Daphné. Non. Papa cracha du sang sur l'herbe. Tu crois que tu l'aimes? Corin s'approcha. Elle sourit à Becky. Ce n'était pas flirtant. C'était calculateur. Tu l'oublieras. Becky la fixa avec incrédulité. Je ne sortirai pas avec toi même si tu étais la dernière femme vivante. Quelque chose en Corin se brisa. Tu as choisi. Elle pointa vers moi, allongée dans mon propre sang. Ça plutôt que moi. Elle semblait sincèrement offensée. Comme si c'était une insulte. Maman enroula immédiatement un bras autour d'elle. Ça va, ma chérie. Elle lança un regard noir à Beckett. Il réalisera qu'il a pris la mauvaise décision. Même à peine consciente. Mon estomac se tordit. Pas à cause de la douleur, mais parce que rien de tout cela n'était nouveau. Seulement plus grand, bien plus grand. Le favoritisme avait commencé avant que je puisse même m'en souvenir. Si Corin voulait mes jouets, ils devenaient les siens. Si Corin ruinait quelque chose, je m'excusais. Si Corin échouait. Je travaillais plus dur pour que mes parents puissent se vanter d'au moins une fille tout en donnant secrètement toutes les récompenses à elle. Quand j'ai obtenu une bourse universitaire, papa l'a qualifiée d'égoïste. Quand Corin a abandonné après un semestre, maman a dit qu'elle se trouvait elle-même. Quand j'ai acheté ma première voiture, papa a exigé que je la donne à Karen parce qu'elle avait besoin de confiance. Quand j'ai refusé, il ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Pourtant, je n'avais jamais imaginé que ça deviendrait ça. Une brique. Mon propre père. Mon propre visage. Becky finit par repousser papa. Il sprinta vers la route, agitant frénétiquement la main vers un pick-up qui approchait. Il s'arrêta en crissant. Un électricien aux cheveux gris sauta dehors. Il jeta un regard sur moi. Oh mon Dieu! Appelez une ambulance. L'homme n'hésita pas. Il sortit son téléphone. Papa commença à s'approcher de lui. Tu n'as pas besoin. L'électricien pointa un doigt vers lui. Faites un pas de plus et je dirai à la permanence que vous attaquez une autre personne. Papa se figea. Pour la première fois de la soirée, il eut l'air incertain. Les sirènes arrivèrent 7 minutes plus tard. Ces 7 minutes semblèrent plus longues que les 28 années précédentes de ma vie. Les ambulanciers m'entourèrent. L'un braqua une lumière dans mon œil. Un autre me demanda mon nom. Un autre souleva soigneusement la veste imbibée de mon visage. Personne ne parla pendant 3 secondes complètes. Enfin, un ambulancier murmura « Nous avons besoin de trauma ». Les mots terrifièrent Beckett. Il monta dans l'ambulance à côté de moi malgré le médecin qui lui disait qu'il n'y avait pas de place. Je m'en fiche, dit-il en serrant ma main. Je ne pars pas. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient. Je regardai une dernière fois vers la maison de mes parents. Maman avait son bras autour de Karen. Papa se tenait les mains derrière le dos. Aucun d'eux n'avait l'air effrayé. Aucun d'eux n'avait l'air coupable. Ils avaient l'air ennuyés, comme si nous avions gâché leur soirée. Puis, juste avant que l'ambulance ne s'éloigne, je vis quelque chose d'étrange derrière le rideau du salon de mes parents. Quelqu'un regardait. Pas maman, pas papa, pas Karen, un homme âgé que je n'avais jamais vu auparavant. Au moment où nos regards se croisèrent, il leva lentement une main tremblante contre la vitre. Presque comme s'il voulait me prévenir ou me reconnaître. Puis le rideau se ferma et tout devint noir. Quand la conscience revint enfin, ce ne fut pas parce que j'ouvris les yeux. Ce fut à cause de l'odeur. Antiseptique, plastique, drap fraîchement lavé, et autre chose. Du sang. Mon sang. Une machine bipait régulièrement quelque part à ma droite. Chaque pulsation semblait appartenir au corps de quelqu'un d'autre. J'essayais de bouger ma main gauche. Une douleur traversa mon épaule et mon cou si violemment que je haletais. « Daphne » dit une voix féminine calme. « Ne bouge pas encore. » Je forçai mon œil droit à s'ouvrir.
Le monde apparut en fragments. Lumière vive au plafond, un rideau, un moniteur cardiaque. Puis le visage d'une femme en blouse bleue se pencha sur moi. Je suis le docteur Meredith Sloan. Tu es en sécurité. En sécurité? Le mot semblait étranger. Ma gorge brûlait. Becket. Et ici? Elle sourit gentiment. Il n'a pas quitté cet étage depuis ton arrivée. Les larmes brouillèrent ma vision avant même que je le voie. Une seconde plus tard, il apparut à côté du lit. Portant encore la chemise tachée de sang de l'attaque. Ses articulations étaient écorchées à vif. Ses yeux injectaient de sang à force de pleurer et d'épuisement. Quand il tendit la main vers la mienne, il hésita. Presque comme s'il avait peur que me toucher me fasse mal. Je suis là. Sa voix se brisa. Je t'ai dit que je ne partirais pas. Je serrai ses doigts autant que je pus. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était assez. Il abaissa son front contre ma main et pleura silencieusement. Je n'avais jamais vu Becket pleurer. Pas quand son grand-père est mort. Pas quand il a perdu sa première entreprise. Pas même après avoir survécu à un grave accident de moto des années avant que nous nous rencontrions. Mais me voir comme ça avait brisé quelque chose en lui. Le docteur Sloan attendit respectueusement avant de parler à nouveau. La fracture autour de ton os orbitaire gauche était sévère. J'atteignis instinctivement mon visage. Des bandages, épais. Elle m'arrêta gentiment. Nous avons reconstruit la zone endommagée. Tu as aussi souffert d'une profonde lacération faciale nécessitant plus de 60 points de suture. Mon estomac se serra, mon œil, elle marqua une pause. Cette pause me terrifia. Nous croyons que ta vision reviendra. Mais le gonflement nous empêche de connaître l'étendue complète pour l'instant. Croire, pas savoir. Ces mots résonnèrent dans ma tête longtemps après son départ. Pendant l'heure suivante, les infirmières allaient et venaient. Médicaments, questions, signes vitaux, gestion de la douleur, tout se brouilla. Puis un officier de police entra. Il se présenta comme le détective Roland Mercé, fin cinquantaine, barbe grise, voix douce. Rien chez lui ne semblait intimidant. Il tira une chaise à côté de mon lit. Quand tu seras prête, j'aimerais te poser quelques questions. Becket se leva immédiatement. Je reste. Mercé hocha la tête. Je n'attendais rien de moins. Il ouvrit un carnet. Daphné. Il me regarda directement. Ton père t'a-t-il intentionnellement frappé avec cette brique? Sans hésitation. Oui. Y avait-il des menaces précédentes? Je fermai les yeux. Des centaines de souvenirs affluèrent. Papa criant parce que je refusais de donner à Corinne la moitié de mon salaire. Maman disant aux proches que j'étais jalouse de ma propre sœur. Corinne volant des bijoux et convainquant tout le monde que je les avais égarés. Les matins de Noël où chaque cadeau cher finissait mystérieusement à côté de Corinne tandis que les miens étaient des nécessités pratiques. La fois où papa m'avait giflé pour avoir accepté une promotion parce que Corinne avait été refusée. Par la même entreprise. Les innombrables moments où je m'étais convaincu. Peut-être qu'il ne me déteste pas. Peut-être que j'imagine tout. Maintenant, il n'y avait plus de place pour le déni. Oui. Mercé écrivit silencieusement pendant plusieurs minutes. Puis il posa quelque chose d'inattendu. Pourquoi ton père voulait-il que ton fiancé te quitte? Je regardai vers Becket. Il hocha lentement la tête. C'était le moment. L'argent. Mercé leva les yeux. Explique. Je pris une lente inspiration. Il y a 3 mois, Becket a vendu son entreprise de construction. Mercé hocha la tête. Je sais. Il est devenu très riche. Becket eut l'air mal à l'aise. Je préférerais ne pas discuter des chiffres. Mercé respecta cela. Je n'ai pas besoin du montant, continuai-je. Mes parents l'ont découvert par accident. Flashback. Cela s'était produit lors d'un barbecue du quartier. Papa avait entendu quelqu'un féliciter Becket pour la vente. Il avait souri pour la première fois depuis des mois. Ce même soir, il nous avait invités à dîner.
Le premier dîner familial en presque 2 ans. Au début, je crus peut-être que c'était une guérison. Peut-être qu'ils acceptaient enfin Beckett. Au lieu de cela, maman passa tout le repas à poser des questions sur ses investissements. Papa demanda s'il prévoyait d'acheter des propriétés locatives. Corinne devint soudain incroyablement intéressée par tout ce que disait Beckett. Elle riait à des blagues qu'elle ignorait depuis des années. Elle touchait son bras chaque fois qu'elle parlait. Elle complimentait sa montre, son costume, son sourire, tout. Sur le chemin du retour, Beckett rit maladroitement. « Je pense que ta sœur m'aime bien. » Je ris aussi. Aucun de nous ne réalisa à quel point c'était sérieux. En quelques semaines, Corinne commença à apparaître partout. Sa salle de sport, son café préféré, son bureau, son sentier de course, les restaurants. Même l'épicerie. Toujours par coïncidence jusqu'à ce que les coïncidences cessent d'être croyables. Elle commença à lui envoyer des textos. Il la bloqua. Elle créa un autre numéro. Bloqué à nouveau, puis un autre. Elle envoya des cadeaux chers à son bureau. Il les retourna non ouverts. Elle envoya des lettres manuscrites. Il les brûla. Un après-midi, elle attendit devant notre appartement. « Je te donnerai tout ce qu'elle ne pourra jamais. » Beckett passa simplement devant elle. Cela aurait dû être la fin. Au lieu de cela, elle le dit à mes parents, pas qu'elle avait été rejetée. Mais que Beckett était confus. Papa la crut vraiment. Maman prétendit que je l'avais manipulée. À partir de ce jour, chaque conversation devint la même. « Tu devrais t'effacer. Corinne le mérite. Tu es égoïste. Tu as toujours tout pris en premier. » Finalement, j'arrêtai de leur rendre visite. Je pensais que la distance résoudrait ça. Au lieu de cela, ils nous invitèrent à dîner. Le dîner d'hier. Le dîner qui s'est terminé par une brique s'écrasant sur mon visage. Le détective Mercé ferma son carnet. Il avait l'air plus en colère qu'avant. Donc, cette attaque était liée à leur tentative de forcer ton fiancé à une relation avec ta sœur. Oui. Beckett ajouta calmement, ils ont vraiment cru que défigurer Daphné me ferait l'abandonner. Mercé fixa le sol pendant plusieurs longues secondes. En 29 ans, soupira-t-il. J'ai enquêté sur des familles terribles. Il me regarda. Celle-ci est parmi les pires. Juste à ce moment, quelqu'un frappa. Une infirmière passa la tête à l'intérieur. Détective, il y a 3 visiteurs qui demandent à voir mademoiselle Whitmore. Mon cœur se serra. Mercé fronça les sourcils. Non. L'infirmière jeta un œil à son clipboard. Richard Whitmore. Mon père. Lorraine Whitmore. Ma mère. Corinne Whitmore. Ma sœur. Beckett se leva instantanément. Il n'entre pas. L'infirmière eut l'air soulagée. Je pensais que vous diriez ça. Mais avant qu'elle puisse partir, une voix forte résonna dans le couloir. Daphné. Papa. Tu as suffisamment embarrassé cette famille. Chaque conversation dans les chambres voisines s'arrêta. Même à travers la porte fermée, ses cris étaient reconnaissables. Maman se joignit à lui. Qu'est-ce qui t'arrive pour te pardonner? Me pardonner. J'ai presque ri. La voix de Corinne suivit. Tu nous dois des excuses pour avoir mis papa en colère. Beckett se dirigea vers la porte. Mercé l'arrêta. Je m'en occupe. Il sortit dans le couloir. La porte resta légèrement ouverte. Je ne pouvais pas tout voir. Seulement des ombres. Puis la voix calme de Mercé. Vous devez partir. Papa répondit immédiatement. C'est ma fille. Non. Mercé répondit. C'est la victime. Un long silence. Puis papa aboya victime. Elle a ruiné l'avenir de sa sœur. La patience de Mercé disparut. J'ai déjà pris sa déposition. Un autre silence. Puis papa rit. Tu la crois vraiment? La réponse de Mercé fut assez froide pour glacer la pièce. J'ai aussi parlé à 6 témoins. 6.
Je ne me souvenais que de l'électricien. Qui étaient les autres? Maman sembla soudain nerveuse. Quel témoin? L'électricien. Il commença à compter. Les ambulanciers, le médecin urgentiste, le chirurgien traumatologue. Et quelqu'un de l'autre côté de la rue qui a enregistré les 4 dernières minutes de l'incident. Sur une caméra de sécurité. Silence. Un silence absolu. Puis Karen murmura quelque chose que je ne pus entendre. Papa répondit par 2 mots qui me glacèrent le sang. Supprime-la. La voix de Mercé se durcit immédiatement. Merci. Papa eut l'air confus. Pourquoi? Pour l'avoir dit devant 3 officiers. D'autres pas remplirent le couloir. Quelqu'un lut les droits légaux à voix haute. Des menottes en métal cliquetèrent. Maman commença à crier. Corinne pleura. Papa cria que c'était un malentendu. Puis juste avant qu'il ne soit emmené. Une voix d'homme âgé résonna dans le couloir. J'ai attendu 26 ans que quelqu'un l'arrête enfin. Tout le monde se tut. Je regardai vers la porte. Le même homme âgé que j'avais vu derrière le rideau du salon se tenait au bout du couloir avec une canne dans une main et une mallette en cuir usée dans l'autre. Il ne regardait pas la police. Il ne regardait pas mes parents. Il me regardait seulement moi. Puis il dit calmement, « Je pense qu'il est enfin temps que tu apprennes qui je suis vraiment. » Le couloir devint si silencieux que j'entendis le doux bourdonnement des lumières fluorescentes. L'homme âgé attendit que les officiers escortent mes parents et Corinne vers les ascenseurs. Papa se tordit autant que les menottes le permettaient. « Reste loin d'elle. » Le vieil homme ne broncha pas. Au lieu de cela, il répondit avec un sourire fatigué. « Je suis resté loin assez longtemps. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent. Leurs voix disparurent. Pour la première fois de ma vie, il n'y avait pas de cris, pas d'accusation. Personne me disant que tout était d'une manière ou d'une autre ma faute. Seulement le silence. Le détective Mercé revint dans ma chambre. « Tu le connais ?» Je secouai lentement la tête. « Non. » Le vieil homme retira une casquette délavée de ses cheveux argentés. « Je m'appelle Everett Lawson. » Le nom ne signifiait rien pour moi. Il remarqua la confusion. Je m'y attendais. Il regarda vers le détective Mercé. « Puis-je avoir quelques minutes ?» Mercé l'étudia attentivement. « Vous comprenez que cette conversation peut faire partie d'une enquête. » Je comprends. Après une brève pause, Mercé hocha la tête. « Je serai dehors. » Quand la chambre se vida, Becky resta à côté de mon lit. Everett lui sourit. « Reste. » Il tira lentement la chaise plus près et s'assit avec un effort visible. L'arthrite avait tordu ses doigts, mais il y avait quelque chose de stable dans ses yeux. J'ai répété cette conversation pendant plus de 20 ans. J'avalai. « Qui êtes-vous » Son regard dériva vers la fenêtre. « J'étais le meilleur ami de ton grand-père. » Cela me surprit. « Mon grand-père est mort avant ma naissance. Je sais que tu l'as connu. » Je le connaissais mieux que quiconque. Il plongea dans la mallette en cuir usé et en sortit une vieille photographie protégée dans une pochette en plastique. La photo montrait 2 jeunes hommes couverts de sueur, riant à côté d'une cabane en bois à moitié finie. L'un d'eux ressemblait indéniablement au grand-père que je n'avais vu que dans les albums familiaux. L'autre était Everett. Il m'appelait son frère. Ma gorge se serra. Mes parents ne t'ont jamais mentionné. Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Son expression s'assombrit parce que ton père s'est assuré que je disparaisse de la vie de ta famille. Je fronçai les sourcils. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Il remit soigneusement la photographie dans la mallette. Ton grand-père était l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. Il sourit tristement. Quand il a appris que ta mère était enceinte de toi, il a construit un berceau en bois de ses propres mains. Je l'imaginais sans le vouloir. Érable lisse, étoile sculptée à la main. Un grand-père excité pour son premier petit enfant. Qu'est-il arrivé? Everett baissa les yeux. Richard l'a brûlé. Je clignai des yeux.
Quoi? Il a dit, les filles étaient un gaspillage d'efforts. La pièce devint silencieuse. Beckett serra lentement ma main. Everett continua. Le jour de ta naissance, ton grand-père t'a tenu pendant près d'1 heure. Un faible sourire apparut sur son visage. Elle va changer cette famille. Je sentis des larmes se former, mais Richard, il soupira. Voulait un fils. Je sais. Non. Everett secoua la tête. Tu en connais une partie. Il se pencha plus près. Quand Corin est né 3 ans plus tard, Richard a enfin eu l'enfant qu'il voulait. Je fronçai les sourcils. Mais Corin n'est pas. Je sais. Il sourit gentiment. Cela n'avait pas d'importance. Je le fixai. Il continua. Ton père a toujours cru que ta sœur aurait dû naître en premier. Cette phrase semblait absurde. Puis je me souvins de tout. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque punition, chaque sacrifice. Chaque fois où on me disait d'abandonner quelque chose parce que Karen en avait plus besoin. Chaque réussite qui devenait d'une manière ou d'une autre la sienne. Chaque échec d'elle qui devenait d'une manière ou d'une autre le mien. Ce n'était pas aléatoire. Ça n'avait jamais été aléatoire. Everett dit calmement, il te blâmait d'exister en premier. Les mots firent plus mal que n'importe quel coup de poing. Je ne pouvais plus respirer. J'avais passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal. La réponse était rien. J'étais simplement né avant l'enfant qu'il voulait favoriser. Beckett eut l'air horrifié. C'est fou. Ça l'est. Everett hocha la tête. Et ça a empiré. Après la mort de ton grand-père, il ouvrit à nouveau la mallette. Cette fois, il en sortit une épaisse liasse d'enveloppes attachées par un ruban bleu délavé. Ton grand-père a écrit celle-ci. Mon pouce accéléra. Elles sont adressées à toi. Je fixai mon propre nom écrit dans une élégante écriture. Daphne Whitmore. Lettre après lettre, année après année. Je ne comprends pas. Il savait qu'il mourrait. Les yeux d'Everett devinrent vitreux. Il m'a demandé de te livrer une lettre pour chaque anniversaire. Je regardai la pile, mais je n'ai pas pu. Sa voix se brisa. Richard m'a menacé. La pièce devint silencieuse. Il a dit que si je te contactais un jour, il m'accuserait de harceler sa famille. Je le crus immédiatement. Cela ressemblait exactement à mon père. Alors j'ai gardé chaque lettre. Il les plaça gentiment sur la couverture d'hôpital. Je les ai portées pendant 26 ans. Je touchai l'enveloppe du dessus avec des doigts tremblants. Mon grand-père m'avait écrit. Chaque anniversaire, chaque année, sans que je le sache jamais. Everett sourit tristement. Il voulait que tu saches que quelqu'un t'aimait avant que tu apprennes ce que la cruauté ressemblait. Je ne pus arrêter de pleurer. Beckett non plus. Même le détective Mercer, regardant silencieusement par l'entrebâillement de la porte, détourna le regard pour nous donner de l'intimité. Après plusieurs minutes, Everett s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose. Il plongea dans la mallette une dernière fois. Cette fois, ce n'était pas une lettre. C'était une petite clé en laiton attachée à une étiquette en cuir délavé. Qu'est-ce qu'elle ouvre? Un coffre de sûreté. Mes sourcils se levèrent. Ton grand-père l'a loué 6 mois avant sa mort. Pourquoi? Parce qu'il a cessé de faire confiance à Richard. Everett me tendit la clé. Il croyait qu'un jour tu aurais besoin de la vérité. Le détective Mercer revint dans la chambre. Je déteste interrompre. Son ton avait changé. Il y a eu des développements. Il me regarda directement. Le mandat de perquisition pour la maison de tes parents a déjà été exécuté. Si vite. L'agression a été vue par plusieurs personnes. Il marqua une pause et les officiers ont trouvé quelque chose d'inattendu. Quoi? Une pièce à domicile remplie de dossiers. Il ouvrit son carnet. La plupart concernent les finances. Beckett fronça les sourcils. Mes finances. Mercer hocha la tête. Il y a des photographies de toi. Beckett se raidit. Des emplois du temps,
des adresses, des articles d'affaires, des copies d'interviews. Mon estomac se serra. Il le pistait. Mercé hocha la tête. Pendant des mois. Il hésita. Nous avons aussi récupéré des notes manuscrites. Quel genre de notes? Il lut lentement de la page. Si Daphné n'est plus une option, il finira par choisir Corinne. La pièce redevint silencieuse. Mercé eut l'air malade en continuant. L'apparence est tout. Il tourna une autre page. Si son visage change, il réalisera quelle sœur vaut la peine de construire un avenir avec. La mâchoire de Beckett se serra si fort que je crus que ses dents pourraient craquer. Ils ont planifié ça. Mercé hocha la tête une fois. Il semble qu'ils en aient discuté à plusieurs reprises. Je me sentis froide malgré la chambre d'hôpital chaude. Ce n'avait pas été un accès de colère. Ce n'avait pas été une terrible erreur. Mon père n'avait pas saisi l'objet le plus proche pendant une dispute. Il l'avait planifié. Ils s'étaient assis ensemble, en avaient parlé, avaient écrit des notes. S'étaient convaincus que détruire mon visage dégagerait d'une manière ou d'une autre le chemin pour Karen. La réalisation fit presque plus mal que la blessure elle-même. Juste à ce moment, une infirmière entra en portant un téléphone sans fil. Mademoiselle Whitmore. Oui, elle eut l'air incertaine. Cet appel est passé par le bureau du détective. Pour moi? Oui. Qui est-ce? L'infirmière jeta un œil à l'écran. Ça dit que c'est du centre de détention du comté. Tout le monde échangea des regards confus. Mercé fronça les sourcils. Je n'ai pas arrangé ça. L'infirmière me tendit le téléphone. Avec des doigts tremblants, je le levai à mon oreille. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. Puis une voix de femme murmura à travers des sanglots silencieux. Daphné. Ce n'était pas ma mère. Ce n'était pas Karen. Je n'avais jamais entendu cette voix auparavant. Tu ne me connais pas, dit-elle, luttant pour respirer. Mais je suis la jeune sœur de ton père. Je me figeai, ma tante. Elle commença à pleurer plus fort. Je me cache de tes parents depuis 24 ans. Mon cœur recommença à battre fort. Puis elle murmura la phrase qui changea tout. Tout ce qu'Everett t'a dit n'est que la moitié de la vérité. Pendant plusieurs secondes, je ne pus répondre. Je tins simplement le téléphone contre mon oreille pendant que chaque personne dans la chambre regardait mon expression changer. Je murmurai enfin, oui. Sa voix trembla. Mon nom est maintenant Naomi Whitmore. Je fouillai dans ma mémoire. Rien. Pas un seul rassemblement familial. Pas une seule fête. Pas une seule photo. Je ne savais pas que tu existais. Je sais. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Richard s'en est assuré. Le détective Mercé prit silencieusement une autre chaise, sentant que cette conversation comptait. Naomi continua. J'ai vécu sous mon nom de femme mariée pendant plus de 20 ans. Je suis resté à l'écart parce que chaque fois que j'essayais de te joindre, ton père l'apprenait. Il avait encore des amis en ville. Je jetai un œil à Everett. Il donna un petit hochement de tête triste. Ça m'est arrivé aussi. La voix de Naomi devint plus stable. Quand j'ai entendu que Richard avait été arrêté, j'ai su qu'il était enfin sûr d'appeler. Je fermai les yeux. Que voulais-tu dire quand tu as dit qu'Everett ne connaissait que la moitié de la vérité? Il y eut un long silence. Puis elle répondit. Richard n'a pas toujours été cruel. Cela surprit tout le monde. Il est devenu obsédé après que ton grand-père ait changé son testament. Everett fronça les sourcils. Je savais qu'ils s'étaient disputés. Tu ne savais pas pourquoi. Naomi soupira. Notre père a découvert que Richard volait de l'argent dans le magasin de quincaillerie familiale. Everett eut l'air stupéfait. Il volait depuis des années. Je fixai le plafond. Les pièces commençaient à s'assembler. Notre père lui a pardonné une fois. Naomi continua. Puis il l'a pris à nouveau. Que s'est-il passé? Il a tout réécrit. Mon pouce accéléra.
Il a laissé l'entreprise à Richard, mais avec des conditions strictes. Quelles conditions? Si Richard était un jour condamné pour un crime violent ou s'il blessait intentionnellement un membre de sa famille immédiate, il perdrait automatiquement tous les actifs familiaux restants. Le détective Mercer leva lentement les yeux de son carnet. Quels actifs? Naomi répondit calmement. La propriété originale du magasin de quincaillerie, les terrains commerciaux environnants. Une cabane au bord du lac, des comptes d'investissement, des droits miniers, et une fiducie. Les yeux de Mercer s'élargirent. Valeur estimée aujourd'hui. Elle marqua une pause. Un peu plus de 11 millions de dollars. La pièce devint complètement silencieuse. Beckett me regarda. Je regardai Everett. Everett murmura lentement et ne m'a jamais dit cette partie. Naomi continua. Notre père ne faisait plus confiance à Richard. Il croyait que Richard aimait l'argent plus que les gens. Alors il a construit une dernière sauvegarde. Ma respiration devint superficielle. Si Richard commettait un jour une violence grave contre son propre enfant, tout passerait à cet enfant à la place. Je fixai le téléphone. Tu veux dire oui, moi? Je ne pus parler. Pendant 26 ans, mon père a cru que me contrôler lui donnerait éventuellement tout. Au lieu de cela, au moment où il a écrasé cette brique sur mon visage, il a détruit le futur même qu'il avait passé des décennies à essayer de protéger. Le détective Mercer ferma lentement son carnet. J'aurais besoin de documentation. Naomi répondit immédiatement. J'ai déjà envoyé des copies certifiées au bureau du procureur ce matin. Mercer sourit en fait. J'avais le sentiment que tu étais préparé. J'ai attendu ce jour pendant 24 ans. Après la fin de l'appel, la pièce resta silencieuse. Personne ne célébra. Personne ne sourit. Ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à enfin comprendre pourquoi mon enfance avait été si douloureusement inégale. 2 jours plus tard, le gonflement autour de mon œil avait commencé à s'améliorer. Le docteur Sloan entra dans ma chambre en portant le dernier scan. J'ai de bonnes nouvelles, Beckett se leva immédiatement. Le nerf optique semble sain. Je retins mon souffle. Nous nous attendons à ce que ta vision se rétablisse. Le soulagement qui me traversa était impossible à décrire. Je pleurais. Beckett pleura. Même le docteur Sloan rit doucement. Je préfère les larmes de joie. Au cours de la semaine suivante, les détectives continuèrent à construire le dossier. L'électricien qui avait appelé le 911 donna une déclaration détaillée. Madame Ellery admit qu'elle avait vu mon père lever la brique avant l'impact. La caméra de sécurité de l'autre côté de la rue captura les dernières minutes de l'attaque. Les notes manuscrites récupérées de la maison de mes parents établissaient une planification plus tôt qu'une impulsion. Chaque nouvelle pièce de preuve s'ajustait parfaitement à la précédente cause et effet. Pas de pièces manquantes, pas de miracles opportuns, juste la vérité enfin assemblée. 1 mois plus tard, je fus libéré. Le premier endroit où je demandais à Beckett de m'emmener n'était pas à la maison. C'était le cimetière. Everett nous y retrouva en portant un petit paquet enveloppé dans du tissu. Mon vieil ami voulait que tu aies ça. À l'intérieur se trouvait la plaque en bois du berceau que mon grand-père avait construit avant que mon père ne le détruise. Seul un petit morceau avait survécu au feu. Sur le devant, sculpté à la main, il y avait 4 mots simples. Pour ma première petite fille. Je passai mes doigts sur le bois usé. Pour la première fois de ma vie, je me sentis choisi au lieu d'être toléré. Aimé au lieu d'être comparé, vu au lieu d'être ignoré. Nous plaçâmes des fleurs sauvages fraîches à côté de la pierre tombale de mon grand-père. J'ai enfin eu tes lettres, murmurai-je. La brise souffla doucement à travers les arbres. Ça ressemblait presque à une réponse. Plusieurs mois passèrent. Mes cicatrices faciales s'estompèrent, bien qu'elles ne disparurent jamais complètement. J'arrêtai d'essayer de les cacher. Un après-midi, je me surpris à tracer la fine ligne sous mon œil gauche dans le miroir. Pendant des années, je pensais que la beauté venait d'avoir l'air intacte. Maintenant je savais mieux. La cicatrice me rappelait que j'avais survécu à des gens qui voulaient m'effacer.
Ce n'était pas quelque chose à cacher. C'était une preuve. Le processus légal avança calmement. Mes parents et Karen acceptèrent finalement la responsabilité par des plaidoyers négociés plutôt que de forcer chaque témoin à travers un long procès. Le tribunal considéra les preuves accablantes, la planification documentée et les blessures graves avant d'imposer des peines de prison substantielles. Des ordonnances de protection empêchant tout contact futur et une restitution financière pour mes frais médicaux. Les affaires civiles suivirent. En raison des dispositions de la fiducie que mon grand-père avait créée des décennies plus tôt, la propriété des actifs familiaux protégés fut transférée exactement comme il l'avait prévu. Je ne célébrais pas le fait de les recevoir. Au lieu de cela, je vendis l'ancienne propriété commerciale, préservai la cabane au bord du lac et restaurai le nom de mon grand-père sur le bâtiment du magasin de quincaillerie avec une simple plaque en bronze honorant l'homme qui l'avait construit honnêtement. Je créai aussi une bourse en sa mémoire pour les étudiants locaux entrant dans les métiers spécialisés. Ce n'était pas une vengeance, c'était une restauration. Everett assista à la cérémonie de dédicace. Naomi aussi. Tous deux pleurèrent quand la plaque fut dévoilée. Plus tard ce soir-là, Beckett et moi roulâmes jusqu'au lac. Pas de photographe, pas de discours, pas d'annonce dramatique. Juste nous deux assis sur le vieux quai pendant que le soleil disparaissait derrière l'eau. Il plongea dans sa veste. Pendant un bref moment, je ris. Si c'est une autre bague, tu es terrible pour le timing. Il rit aussi. Ce n'en est pas une. Au lieu de cela, il me tendit la première lettre que mon grand-père avait écrite. Je pense qu'aujourd'hui est le bon jour. Je l'ouvris soigneusement. Le papier avait jauni avec l'âge. L'écriture restait ferme. Les dernières lignes disaient « Si tu te sens jamais indésirable. Souviens-toi de ceci. Les gens qui échouent à t'aimer révèlent quelque chose sur eux-mêmes. Pas sur toi. Construis une vie où la gentillesse est héritée au lieu de la cruauté. » Je pliai la lettre et regardai de l'autre côté du lac calme. Pendant des années, j'avais cru que ma famille définissait ma valeur. Ils ne l'avaient jamais fait. Ils avaient seulement révélé la leur. Beckett glissa sa main dans la mienne. Alors il sourit. « Veux-tu toujours m'épouser ?» Je regardai la cicatrice reflétée faiblement dans l'eau. Puis l'homme qui avait refusé de me quitter depuis le moment où la brique avait frappé. « Je n'ai jamais été inquiète de savoir si tu m'aimerais encore. » Il leva un sourcil. « Non. » Je souris pour la première fois depuis des mois. J'attendais de voir si tu ferais encore des blagues terribles. Il rit si fort qu'il faillit laisser tomber l'écrin de la bague. Ce rire résonna à travers le lac. Libre, naturel, plein d'espoir. Et pour la première fois depuis le jour où mon père avait essayé de détruire mon avenir. Le son ne faisait plus mal. Il ressemblait au début du reste de ma vie.